Allez, moteur, lumière, ça tourne et on peut commencer. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de The French of the World. Je suis vraiment content de pouvoir tourner aujourd'hui. C'est un épisode un peu particulier, ça va être plus sur mon expérience à moi, sur des questions que je voulais répondre auxquelles je voulais répondre sur le podcast. Et c'est pas très scripté, mais j'avais quand même envie de faire un épisode parce que ça fait longtemps et je vais répondre à la question pourquoi est-ce que j'ai pas fait d'épisode depuis longtemps. Et voulais aussi vous parler un peu de moi, de où j'en suis, de mes projets, tout ça, et du futur du podcast. Comme vous pouvez le voir, en fait vous pouvez pas le voir, mais je suis de retour en France, je suis de retour chez ma famille, dans le sud de la France. Et c'est en partie pour ça que j'ai pas trop pu faire d'épisodes. Quand j'étais à Montréal, c'était plus facile. J'avais plus d'espace pour faire ça, et surtout j'avais plus de gens qui venaient de plein d'endroits différents. Ici, dans le sud de la France, dans ma ville, c'est plus compliqué d'avoir accès à des gens qui ont qui viennent de cultures différentes. On est surtout beaucoup des sudistes ici. Et j'ai été pas mal occupé à travailler, mais avant ça, j'étais en voyage. Et donc ça, je vais en parler un peu plus tard. Mais voilà, déjà, je voulais vous dire, ça fait peut-être 5 mois que j'ai pas tourné d'épisode, ou 4 mois. C'est normal, tout va bien. Juste, à chaque fois que je veux tourner un épisode, je repousse. Et j'avais un peu aussi le syndrome de la page blanche. Je savais pas trop de quoi parler. Et donc, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est juste prendre ma caméra, mettre ma lumière et commencer à tourner et expliquer un peu ce qui se passe pour me débloquer de ce syndrome de la page blanche. C'est quand on n'est pas inspiré et qu'on n'arrive pas à commencer, on n'arrive pas à s'y mettre. C'est comme ça qu'on dit en français. Donc c'est à peu près pour ça que j'ai pas fait de podcast depuis longtemps. Mais aussi, c'est parce que j'ai fait un voyage. Je suis parti en voyage en Argentine en mi-février jusqu'en début avril. Donc c'était 1 mois et demi en tout. Et pendant ce mois et demi, j'étais en backpacking. C'est-à-dire que j'ai voyagé à sac à dos pendant 1 mois et demi. J'ai fait la moitié de l'Argentine, on va dire. J'ai découvert la moitié de l'Argentine. Et donc je vais en parler dans cette section. C'était un voyage formidable. Donc j'ai quelques questions. Déjà, on va commencer par où est-ce que j'étais en Argentine. Je suis arrivé en mi-février. Déjà, il faut savoir que là-bas, les saisons sont inversées parce que c'est l'été quand ici c'est l'hiver. Donc dans l'hémisphère nord, c'est l'hiver. Si dans l'hémisphère nord c'est l'hiver, ça veut dire que dans l'hémisphère sud c'est l'été. Donc je suis arrivé là-bas au mois de février. C'est comme si c'était le mois de août en France ou aux États-Unis ou en Amérique du Nord. Et il faisait vraiment vraiment très chaud et je suis arrivé à Buenos Aires. Alors Buenos Aires, c'est comme ça que ça se prononce en espagnol. C'est une ville qui est juste formidable parce que elle est très très vivante. Déjà, c'est une ville qui est immense, qui est très immense. Il y a beaucoup de fêtes qui se passent, beaucoup d'événements, beaucoup de communautés aussi. C'est une ville qui est très très internationale. Buenos Aires en Amérique latine, c'est une ville qui accueille beaucoup de migrants, donc de Venezuela, de Colombie, du Pérou, je sais pas, peut-être aussi du Brésil, énormément de Brésiliens à Buenos Aires, mais aussi des expats qui sont aussi des immigrants, mais ils s'appellent des expats quand ils viennent de pays plus aisés. Bon, c'est pas le sujet de l'épisode. Donc des expats français, américains, espagnols. Enfin, c'était vraiment un melting pot, comme on peut dire, et j'ai vraiment adoré, sachant que la ville aussi est magnifique. Très très belle architecture, beaucoup de palais, une architecture qui se veut quand même beaucoup européenne, mais quand même il y avait un espèce de ressenti dans certains quartiers qui était très latin aussi. Il y a des quartiers qui sont très colorés, je pense à la Boca, qui est un quartier d'immigrés italiens. Et bon, il n'y a plus beaucoup d'Italiens là-bas, mais voilà, l'Argentine, le centre de l'Argentine, on va dire, peut-être un tiers de la population habite à Buenos Aires.
Donc c'est pour ça que j'ai commencé par là-bas, parce que il y a l'aéroport, parce que je sais que c'était une très très belle ville. Je savais que c'était une très belle ville et on m'a dit va à Buenos Aires, tu vas adorer. Donc j'ai commencé par là-bas et quand j'ai été à Buenos Aires, parce que en fait j'avais pas de plan, j'avais pas d'itinéraire prédéfini et j'avais juste 1 mois et demi. Je savais que je voulais visiter et je me suis dit on va voir. Si je rencontre des gens qui vont à certains endroits, je ne veux pas avoir de planning déjà pour pas me priver de certaines expériences. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré des gens qui allaient à Iguazu, ou des gens qui étaient allés à Iguazu, je crois. C'est-à-dire que Iguazu, c'est un parc national au nord-est de l'Argentine, où il y a des chutes, des grandes cascades. Alors, est-ce que ça s'appelle des chutes ou des cascades? Je connais pas bien la différence. En anglais, l'équivalent de chute, c'est falls, parce qu'une chute, a fall, et cascade, comme en anglais, cascades, il me semble. Mais bref, les cataratas, comme elles s'appellent en espagnol. Donc je suis allé là-bas 3 jours, j'ai vraiment adoré, c'est complètement différent, et en fait, c'est la première fois en fait que j'allais dans la nature en Amérique latine. Et j'ai vraiment pris une claque. Donc prendre une claque, c'est une expression qu'on utilise quand on est bouche bée. Ça aussi c'est une expression. Quand on est choqué, mais positivement. C'est pas du tout péjoratif. J'ai pris une claque quand j'ai vu les paysages et la taille en fait des cascades, la taille de la jungle. Quand je suis arrivé en avion, je suis descendu, j'ai vu cette flore qui était vraiment très humide. C'était pas aride du tout, c'était justement plein de végétation, des animaux de partout. Enfin, c'était un environnement dans lequel j'avais jamais été. Donc après, j'ai fait un crochet, on va dire. Un crochet, ça veut dire que je suis allé dans un sens et je suis revenu dans le même sens. Donc un crochet à Iguazu. Je suis revenu à, j'allais dire Montréal, à Buenos Aires. Et de Buenos Aires, j'avais envie un peu de voir la mer quand même, parce que à Buenos Aires, on dirait sur la carte qu'il y a la mer, mais en fait c'est pas tellement la mer. Eux ils appellent ça un fleuve, ils appellent ça le Rio de, je me rappelle plus, le Rio Negro. Et ce fleuve, oh là, c'est pas grave. Ce fleuve, j'ai fait tomber ma feuille pour ceux qui écoutent. Ce fleuve en fait, il n'arrive pas directement dans la mer, il s'ouvre pour être très large et après, il se jette dans la mer, dans le golfe. Et là où il y a à Buenos Aires, la mer ou le fleuve, je ne sais pas si c'est salé l'eau, je ne sais pas si c'est l'eau de mer ou l'eau du fleuve. En tout cas, il y a du courant et l'eau est très marron. Elle est pas du tout claire. Elle n'est pas sale, je dirais, mais elle donne pas du tout envie de se baigner. Et de toute façon, Buenos Aires, c'est vraiment pas centré sur la mer. C'est une ville qui est vachement dans la terre et qui est assez plate aussi. Et donc c'est pour ça que moi qui viens du sud de la France, j'avais envie d'être un peu autour de la mer et de me ressourcer, même si ça faisait que 10 jours que j'étais parti en vacances. Et donc je suis allé à Mar del Plata, qui est une ville sur la côte est de l'Argentine. Et là j'ai pas pris de claque parce que c'est à peu près comme certains paysages que je connais déjà. Ça peut se comparer un peu au sud-ouest de la France, même si je pense que le sud-ouest c'est plus joli. C'est une très belle petite ville, enfin petite, c'est petit par rapport à Buenos Aires, mais ça fait quand même 1 million d'habitants je crois. Et c'est très beau, c'était une ambiance un peu été. C'est une ville estivale, ça veut dire que l'été, il y a beaucoup de gens, beaucoup de touristes, mais l'hiver, pas tellement. C'est surtout l'été qu'il y a du monde. J'ai pu surfer un peu, donc j'étais content. J'ai rencontré des gens, des Argentins. Là-bas, c'est drôle parce qu'il n'y avait aucun touriste international. Il n'y avait que des touristes nationaux. Ça veut dire que j'ai vu que des Argentins. J'ai croisé peut-être des Vénézuéliens ou des Colombiens, mais c'est tout. Donc c'était vraiment ma première expérience en Argentine, complètement en immersion. Ça veut dire que j'ai parlé que 4 mois, pendant 4 jours. Pourquoi 4 mois? Pendant 4 jours,
que en espagnol. Et c'était assez dur en soi, c'était assez dur. Et je vais parler de l'espagnol un peu plus tard. Après ça, je suis allé à Ushuaia, qui est complètement différent. Et en fait, j'ai pris l'avion pour aller à Ushuaia. Je vais le faire un peu plus vite parce que c'est pas trop ça le thème de la vidéo, mais ça me fait plaisir de partager mon expérience de voyage. Si ça peut en inspirer quelques-uns pour aller en Argentine, honnêtement, vous ne le regretterez pas. Donc je suis allé à Ushuaia de Buenos Aires. J'ai fait donc un autre crochet. Ça veut dire que j'ai fait un autre aller-retour de Buenos Aires à Mar del Plata sur la côte. Je suis revenu et après j'ai pris l'avion pour aller à Ushuaia. C'est assez impressionnant parce que Ushuaia, c'est dans le même pays et de Buenos Aires, ça prend plus de 3 heures de vol. L'Argentine, c'est un pays qui est assez immense. Ça, je m'en rendais pas compte avant d'y aller. Et quand je suis allé à Ushuaia, j'ai pris ma deuxième claque du voyage quand j'ai vu ces paysages juste à couper le souffle. C'est pour vous décrire un peu, moi, la façon dont je l'ai vécu, c'est comme si c'était les Alpes à la mer. En fait, Ushuaia, c'est sur la mer, même si on n'a pas l'horizon, on ne voit pas très loin. C'est aussi le point de départ pour aller en Antarctique, parce que c'est la ville la plus au sud du monde, et de loin je crois. Et donc ça fait que même si c'était en été, il faisait vraiment froid, genre il faisait 35 degrés Fahrenheit ou 0 degrés à peu près, ou 0, 1, 2 degrés, alors que c'était en été, il y a eu des jours à 10, mais c'était le plus chaud. Et c'est pourquoi est-ce que je dis que c'est les Alpes? Parce que c'est très très pentu. La ville d'Ushuaia, elle est dans la vallée, et puis juste à côté, il y a des grandes montagnes qui ont des sommets culminant à plus de 2000 mètres, presque 3000 mètres. C'est toute une chaîne de montagnes, en fait, c'est la chaîne de montagnes qui traverse la Patagonie. La Patagonie, c'est un endroit, c'est une région du monde qui est partagée entre le Chili et l'Argentine sur toute la frontière, qui part de Ushuaia et qui monte jusqu'au nord. C'est long de plusieurs milliers de kilomètres. Je pense que ça doit faire 2000 kilomètres de long, un truc comme ça, à vérifier. Et donc ça m'a fait vraiment penser aux Alpes parce que les sommets étaient enneigés, la plupart. Il a neigé d'ailleurs quand j'étais, même dans la vallée. Et pourquoi parce que c'est sur la mer, donc c'est les Alpes à la mer. Et c'était vraiment impressionnant parce que c'était pas aussi mort et aussi aride que ce que je pensais. Il y avait beaucoup de végétation. Et du fait que c'est proche de la mer, en fait, ça régule beaucoup la température. Donc en hiver, il fait pas si froid. Ça veut dire que la mer, elle gèle presque pas, je crois. Et le minimum, c'est -15. Donc comparé à des endroits comme Denver, au Colorado, dans les Rocheuses, ou même Montréal, Toronto, New York, il fait presque plus chaud en hiver. Pourtant, si on regarde la distance de l'équateur, c'est plus loin de l'équateur que Montréal, Vancouver, Denver, tout ça. Et c'est parce qu'il y a des courants d'air qui passent par la mer, et comme la mer, elle ne gèle pas en général, ça réchauffe l'air et ça fait qu'il fait pas trop froid. Mais il fait quand même froid en été. C'est un climat qui est assez particulier, très humide aussi. Et donc je suis resté là-bas presque une semaine. C'était pas assez parce qu'il y a tellement d'excursions à faire. J'ai vu des pingouins, j'ai vu des renards, j'ai vu des éléphants de mer, des animaux vraiment impressionnants, des glaciers, des paysages que j'avais jamais vus. Et je vous le dis maintenant, c'est l'endroit que j'ai préféré en Argentine. Et donc après ça, j'ai pris un bus, même 2 bus, pour remonter, pour aller à El Chaltén, qui est la capitale en Argentine du trekking, de la marche à pied en montagne. J'ai vu le Fitzroy, qui est la montagne la plus, peut-être le sommet le plus emblématique en Amérique latine. Pour ceux qui ne savent pas, le Fitzroy, c'est en Patagonie, c'est en Argentine. Enfin, même si le Chili veut que ce soit chez eux, je crois que il y a eu un peu des disputes avec ça. Et c'est aussi ce qui a inspiré le logo Patagonia. Donc si vous voyez le logo avec la roche, la montagne qui est toute escarpée, toute dentée, ça fait comme des dents, c'est inspiré du Fitzroy. Et ça ressemble vraiment même dans la vraie vie. Donc ça c'était aussi une 3e claque que j'ai pris. Et après j'ai continué à prendre le bus, je pense que j'ai pris le bus 27 heures, c'était un bus de nuit.
Très très belle expérience. Je suis passé dans des endroits très très isolés, très reculés, où il n'y avait aucune réception, la route en terre, beaucoup de lamas autour, même s'ils appellent ça différemment. Moi je pense que c'était des lamas. Et je suis arrivé à Bariloche, qui pour le coup ressemble énormément aux Alpes, qui est toujours en Patagonie. J'ai passé quelques jours là-bas, et après je suis retourné à après je suis retourné à Mar del Plata parce que j'avais bien aimé cet endroit. Je suis resté une semaine pour faire plus de surf parce que c'était mieux pour la saison, mais il faisait toujours chaud. Et après je suis rentré à Buenos Aires quelques jours pour profiter une dernière fois. Et c'était la fin de mon voyage en Argentine. Voilà. Après ça, je suis allé à Montréal pour voir mes amis de Montréal pendant 2 semaines, et à Los Angeles pendant 2 semaines en Californie pour revoir mes amis là-bas aussi. Donc ça, c'est en partie pourquoi j'ai pas pu faire de podcast, parce que j'étais tout le temps en mouvement en fait. Même quand j'étais à Montréal, j'étais chez plusieurs amis, j'avais plein de choses à faire, j'ai vu plein de gens, donc j'étais pas non plus trop dans un mood, dans une humeur, on dirait en français, ouais, dans un mood créatif. J'avais pas envie de tourner de vidéos, d'écrire, ni de faire de recherche pour mon podcast. J'avais pas tout mon matériel, j'avais pas de trépied, j'avais pas mes lumières pour faire de podcast. J'avais quand même mon micro. D'ailleurs, j'ai tourné une vidéo en Argentine sur mon espagnol. J'en ai tourné 2 même. J'ai tourné une vidéo à Buenos Aires pour montrer mon espagnol, pour que vous puissiez voir mes abonnés. Enfin, si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube Lucas. Et puis j'ai aussi tourné une vidéo pour expliquer quelques jours après comment est-ce que ça se passait avec mon espagnol quand j'étais en immersion en Argentine. J'ai expliqué mes difficultés, l'effort que ça me prenait, et un peu, c'était pas ma détresse, mais mon manque de niveau à ce moment-là. Enfin, j'ai ressenti un dep, je l'ai appelé ça en anglais, un moment où j'ai un peu perdu le contrôle avec mon espagnol. J'arrivais pas bien à parler, mais bien sûr ça m'est arrivé plein de fois avec plein d'autres langues, et donc j'étais pas en panique, mais c'était hyper désagréable parce que j'arrivais plus à sortir des mots en espagnol. Ça me prenait un effort mais monstrueux, et j'en ai fait une vidéo pour que si jamais il y avait des gens, enfin je pense qu'il y a des gens qui étaient dans le même cas que moi, qui sont aujourd'hui dans le même cas que moi, comme j'étais en Argentine, qui arrivent plus à parler une langue qu'ils parlent. Et je leur ai expliqué ce que je traversais. Et bien sûr, après ça s'est complètement amélioré et j'ai réussi à bien améliorer mon espagnol. C'est en partie aussi pour ça que je suis allé en Argentine, pour améliorer mon espagnol, vivre des expériences de vie en utilisant l'espagnol et être dans une seule culture. J'ai rencontré beaucoup de gens qui voyageaient en sac à dos aussi, du backpacking, qui faisaient du backpacking, et qui faisait un tour un peu global de l'Amérique latine et même de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale. Et ils se régalaient, hein. Ça veut dire ils appréciaient beaucoup, ils s'amusaient beaucoup, ils se régalaient. Mais moi, c'était pas trop ça ma vision du voyage et ma vision des langues aussi, parce que j'avais pas envie, même si j'aurais eu le temps en 1 mois et demi de découvrir plusieurs pays, j'avais pas envie de faire les choses déjà à moitié, d'aller en Argentine sans voir tous les endroits que je voulais voir. Et Dieu sait que c'est un pays gigantesque. Et aussi, j'avais pas envie d'être confronté à plusieurs cultures, me confondre un peu des cultures, du vocabulaire et dans l'accent espagnol. J'avais vraiment ma vision de ce voyage, c'était rester en Argentine et pas essayer de devenir argentin, mais l'idée c'était de m'approprier un peu cette culture argentine, genre la boire. Comment on pourrait dire ça, m'imprégner, voilà, m'imprégner, ça veut dire to soak in, et c'est ce que j'ai fait, et je regrette vraiment pas. Et en plus, j'ai pas eu le temps de faire tout le tour de l'Argentine. Il m'a manqué peut-être un mois et demi pour voir tout. Et j'ai rencontré des gens qui partageaient mon avis, et j'ai rencontré d'autres personnes qui me disaient mais c'est bête, t'es en Amérique latine, pourquoi est-ce que tu vas pas voir le Brésil, le Chili, la Bolivie, tous ces beaux endroits, c'est bête, il va falloir que tu reviennes. Et moi j'ai gardé j'ai été têtu, je suis resté sur mon inertie j'ai pas changé d'avis,
je suis resté en Argentine et j'ai pu aussi voyager beaucoup en bus et un peu baisser mon empreinte carbone qui est un peu désastreuse malheureusement parce que je voyage beaucoup. Donc j'ai pris l'avion que 3 fois en Argentine pendant 1 mois et demi et j'ai quand même fait des milliers de kilomètres en bus. Et honnêtement, c'était une bonne expérience. Donc ça c'est pour où, comment, pourquoi, qui. Alors avec qui je restais quand j'étais en Argentine. Eh ben en fait j'avais pas d'amis là-bas avant d'y aller et ça n'a pas du tout été un problème. En fait en restant dans les hostels, j'ai rencontré plein de gens, des voyageurs comme moi, des gens, vraiment des gens formidables, super gentils, super drôles. Et même s'il y avait un grand roulement, ça veut dire que je rencontrais des gens et puis je leur disais au revoir en fait, et même adieu, parce qu'il n'y avait pas de chance, peu de chances que je les revoie. J'ai pu revoir certaines personnes, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Je garde contact un peu avec des amis que j'ai rencontrés. J'ai rencontré beaucoup d'Américains, beaucoup de Hollandais, beaucoup de Hollandais, Néerlandais, je sais pas trop comment on dit, des Anglais, des Argentins bien sûr, beaucoup d'Argentins et des Français. Et voilà, ça c'est mon prochain sujet de prochaine section du podcast. Les Français à l'étranger. Il y en a énormément. C'est un truc de fou. Si t'as déjà toi voyagé, t'as dû forcément rencontrer un Français. En fait, je pense que c'est vraiment dans notre culture de voyager, de partir à l'aventure, de découvrir des endroits. Et moi personnellement, même en allant dans des endroits reculés, j'ai jamais fait plus de quelques jours sans rencontrer de Français. Et je voulais aussi parler de comment ils étaient les Français à l'étranger. Si toi t'es quelqu'un qui n'est pas français et qui apprend le français, est-ce que tu devrais aller les voir si tu es en voyage et si tu rencontres des Français, même si tu es chez toi et que tu vois des Français, comment est-ce que les Français sont quand ils sont à l'étranger, qu'est-ce qu'il faut savoir en fait? Alors déjà il faut savoir que on n'a pas une très bonne réputation. Malheureusement, les Français à l'étranger, ça arrive qu'on ait des mauvais stéréotypes pour les voyageurs et pour les Français en général. Bon, c'est comme ça. C'est vrai qu'il y a des Français qui manquent de respect et comme il y en a énormément qui voyagent, ça grossit un peu les traits, ça aggrave un peu cette image négative, mais il faut savoir que la plupart des Français à l'étranger, même si certains peuvent être un peu lourds, un peu égoïstes, on est un peu comme ça les Français malheureusement, la plupart sont curieux, veulent découvrir des choses, veulent faire des efforts pour parler la langue locale. J'ai rencontré plus de Français en Argentine qui voulaient parler espagnol, qui voulaient faire un effort pour parler et espagnol et anglais que l'inverse. Donc, et les Français qui voyagent, malheureusement, le premier réflexe qu'on a, après c'est pas propre aux Français, j'ai vu des Anglais, des Américains et d'autres personnes qui faisaient pareil, mais le premier réflexe qu'on a, c'est rester avec des Français. Parce que dans la plupart des pays qu'on visite, les Français, le français n'est pas une langue populaire, c'est pas une langue qui est parlée. Alors que l'anglais, c'est une langue qui est plus globale. Et donc, quand on est à l'étranger, surtout les Français qui parlent pas très bien espagnol, anglais ou la langue locale, on va avoir tendance à s'agglutiner, à rester ensemble. C'est comme si il y avait des aimants entre les Français. J'ai expliqué pourquoi, c'est pour la langue surtout, pour la culture, on aime bien notre culture, on aime bien notre façon de voir les choses, de vivre. Des fois, il y a des Français qui considèrent que, beaucoup, des fois même, que la façon dont les autres font, les autres cultures font, c'est vraiment bonne, c'est moins bien que nous, la manière dont nous on le fait. Souvent, ils critiquent un peu la nourriture, les coutumes. Ça arrive. Mais comme j'ai dit, la plupart des Français sont ouverts, surtout ceux qui voyagent, sont jeunes, ouverts, dynamiques et très amicaux. Et donc moi je vous dis, si toi tu rencontres des Français qui sont en voyage, peut-être que tu voyages ou peut-être que tu es chez toi, n'hésite pas à aller les voir, dire que tu parles français. En général, ça se passe très bien. Et puis si ça se passe pas bien, bon, tu dis au revoir, désolé, tu t'excuses et puis tu passes ton chemin. Je sais parce que moi, je le fais très souvent quand je suis ici, chez moi, dans le sud de la France, avec des gens qui parlent les langues que je parle. Donc souvent, il y a des touristes américains, anglais. J'ai rencontré des gens d'Amérique du Sud, d'Afrique du Sud récemment.
mais aussi des gens d'Amérique du Sud. Et quand je vais les revoir, je leur dis bonjour, comment ça va, ça vous plaît ici, des choses comme ça. Et je t'encourage de faire ça si tu croises des Français à l'étranger, et peut-être que eux, ils ont aussi envie de chercher cette connexion avec les locaux ou avec d'autres voyageurs, et que c'est pas facile parce que ils se retrouvent avec tellement de Français et ça finit par faire un peu des clans. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est un peu les Français à l'étranger. Mais en général, ça va, c'est plutôt positif. Après, je voulais aussi te parler de mon projet, moi, de où j'en suis dans la vie. Je pense que ça peut t'intéresser, parce que depuis que j'ai commencé le podcast en février 2023, les choses ont un peu changé pour moi. J'ai arrêté l'université, je suis revenu vivre en France. Là, je suis parti voyager 3 mois, et là, j'ai des nouveaux projets. Je compte aller vivre en Australie, demander un permis vacances-travail, un PVT. Working Holiday Visa. Et donc ça, c'est le projet. Et là, je suis en train de travailler. Je fais plein de petits jobs dans la construction, dans le service public. Je trouve un peu de quoi gagner de l'argent à droite à gauche, comme on dit en français. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas pu faire trop de podcasts, parce que ça prend du temps, l'air de rien. Même si je tourne que 30 minutes, après je dois traiter la vidéo, faire le montage, la poster. Et puis il faut que j'organise aussi il faut aussi que j'organise des interviews, des podcasts, des épisodes avec des sujets plus approfondis, avec plus de recherche. Donc ça prend un peu de temps. Et mon projet, ça reste toujours d'apprendre le français aux gens, d'être professeur, coach de français. Moi, je préfère l'appellation de coach, parce que je pense que je suis plus en accompagnement avec mes clients qui apprennent le français, plutôt qu'un professeur banal qui va juste donner des règles, donner de la grammaire, donner du vocabulaire. Tu peux voir sur ma chaîne YouTube un peu ma vision des choses sur l'apprentissage de la langue, que ce soit par quelqu'un d'autre ou tout seul. Et voilà, mon projet en général, c'est voyager, gagner assez d'argent pour vivre, et impacter les gens qui apprennent le français, les aider à mieux s'intégrer quand ils habitent dans un endroit francophone, ou alors à juste atteindre leur objectif avec le français et vivre des expériences de vie qu'ils ne pourraient pas vivre sans parler français. Et donc voilà, la suite du podcast, ça va rester un peu comme ça. Comme cette année, ça a été interview. Cette année, j'ai déjà fait une interview avec mon grand-père qui était chirurgien pédiatre. J'ai d'autres interviews qui se préparent, mais ça prend du temps, c'est de l'organisation, c'est pas facile, surtout en été, les gens sont assez occupés ou n'ont pas trop envie de rester à l'intérieur. J'ai des idées d'épisodes sur des sujets liés à la francophonie, liés au français. Pourquoi pas faire des épisodes sur la prononciation du français, sur pas la grammaire, mais le fonctionnement général du français, ou alors des méthodes, plutôt ma philosophie d'apprentissage sur le français. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à le dire. Tu peux répondre sur Spotify. Il y a une question souvent en bas de l'épisode. Qu'est-ce que tu penses de l'épisode? Tu peux répondre des suggestions. Si tu regardes sur YouTube, encore mieux. Et puis voilà, ça va être la suite du podcast. J'aimerais poster plus d'épisodes. Je crois que la saison 1 c'était 16 ou 18 épisodes. J'espère avant de partir en Australie avoir autant d'épisodes pour la saison 2, pour faire une pause avant la saison 3 qui sera peut-être différente. Je sais pas encore, mais c'est dans longtemps. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cet épisode un peu plus relax, un peu plus sur moi, un peu plus sur mon expérience, qui explique un peu pourquoi je fais plus d'épisodes. Je pense que c'était important que je fasse un épisode comme ça. Donne-moi ton avis sur l'épisode, sur ce que tu as aimé, ce que tu as moins aimé, et sur ce que tu aimerais que je fasse dans le futur. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. C'était Lucas Léandri, et on se dit à bientôt.